Salut, vous regardez le 32e épisode du podcast Tricot Okil Tricote. Moi c'est Olivier, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Okil. Je vous indique toutes les informations dans la zone de description sous la vidéo. Je présente ici des vidéos d'inspiration tricot, je vais vous montrer mes ouvrages en cours, mes ouvrages terminés. Je ne présente pas du tout de tuto tricot, donc si ce type de vidéo ne vous intéresse pas, je vous invite à passer votre chemin tout de suite. Enfin, pour les autres, ceux que ça intéresse, vous pouvez vous installer confortablement. On va bientôt démarrer cette nouvelle vidéo. Je tenais à remercier également tous les gens qui me suivent et qui sont abonnés à la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour tous vos pouces en l'air. Sachez que tous vos commentaires sont lus et appréciés. Voilà, du moment qu'ils sont constructifs, évidemment. Voilà, fini de blablater, installez-vous et puis on démarre tout de suite ce nouvel épisode. On va démarrer rapidement avec un châle que je vous ai déjà présenté dans l'épisode précédent en encours. Il s'agit du châle Fiberfest de Steven West que j'ai tricoté en mai 2024. Je l'ai commencé le 1er mai et je l'ai terminé le 20 mai. C'est un châle que j'ai tricoté comme je vous l'expliquais en duo, un duo impromptu avec ma tricopine Natacha, Safildou sur Instagram. Je vous avais expliqué un petit peu pourquoi il s'agissait d'un duo impromptu. Si vous voulez savoir, je vous invite à aller voir l'épisode précédent. Donc je vais vous incruster des photos pour vous montrer ma version et sa version, que vous verrez en entier. Ici, je n'ai pas suffisamment de recul pour tout vous montrer, mais je vous le montrerai dans le détail tout à l'heure lorsque je vais vous détailler sa construction. Donc il s'agit d'un petit châle de 1,55 m d'envergure et 55 cm de profondeur pour ma version. Je vous rappelle que moi je tricote très très serré, donc mes modèles sont toujours plus petits que la normale, puisque je tricote très serré. Avec quoi j'ai tricoté ça? J'ai tricoté ça avec des écheveaux de chez Hedgehog Fibers, plus précisément un club, le club Stormy, qui s'étalait de décembre 2022 à janvier 2023. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un club? Un club, c'est un abonnement. En fait, c'est un abonnement de 3 mois. J'avais choisi le thème Stormy sur Moodboard. En fait, Hedgehog Fibers montre des moodboards et puis elle vous envoie ensuite, une fois par mois, un écheveau dans des couleurs que vous ne connaissez pas, qui sont raccords avec le moodboard que vous avez vu, mais vous découvrez les couleurs à chaque fois. Moi, comme je vous l'expliquais la dernière fois, j'ai fait le choix, pour économiser les frais de port, puisque Hedgehog Fibers se situe en Irlande, j'avais fait le choix de recevoir tout d'un coup dans des paquets qui étaient parfaitement opaques et j'ai ouvert mes paquets mois par mois à partir de décembre 2022 jusqu'en février 2023. Voilà, et donc c'était de super coloris qui étaient des gris colorés et des violets. Je vous mets une photo pour vous montrer les écheveaux non bobinés, comme ça vous vous rendrez compte. Et donc j'ai tricoté ce châle avec ça. Donc comment j'ai tricoté ce châle? Donc on commence avec un montage garter tab ici. Donc là c'est pas le centre du châle. La particularité de ce châle, comme vous le voyez, c'est qu'il est décentré. C'est ça qui m'avait plu. Donc on commence par un garter tab ici, puis on va commencer à faire un arc de cercle avec du point mousse. Voilà, que vous voyez là. Et puis en faisant des augmentations que d'un côté, c'est ce qui va créer le décentrage. Et puis après, on va enchaîner différentes sections. Donc on commence par du point mousse, ensuite il y a des sections de jersey avec des petites bubbles, des petites naupes. Donc je ne vous refais pas le topo sur les bubbles, je vous en ai parlé la dernière fois, donc allez voir. Ensuite on enchaîne avec une section en brioche en ayant fait des jetés, c'est ce qui nous crée ces petits trous que vous voyez là, et puis on continue, on enchaîne, section bubble, brioche, section bubble, brioche. Donc il s'agit de brioche bicolore. Donc moi j'ai fait une petite particularité, mais je ne sais pas si ça se voit bien là sur mon écran. Normalement c'est toujours le même enchaînement de couleurs, c'est-à-dire qu'on a une couleur principale et une couleur secondaire sur la brioche, et moi j'ai inversé sur la première bande. Après j'ai fait 2 bandes avec les 2 mêmes couleurs principales et secondaires, et la dernière bande, qui est la bande plus travaillée que vous voyez ici, avec des augmentations et des diminutions,
en réinversant les couleurs. C'est la seule entorse que j'ai fait au patron. Voilà, et puis enfin, une fois qu'on a terminé cette très jolie section de brioche bien travaillée, on finit avec une bordure en chevron qui enchaîne point mousse et jersey. Voilà, ça fait un genre de point de gaudron. Je ne sais pas exactement si c'en est, mais voilà. Et enfin, on termine avec un rabattage à corde. Voilà, et ça nous donne ce très joli petit châle que j'ai adoré réaliser. Voilà, ça a été relativement rapide pour un Steven West, puisque j'ai mis 20 jours, moi normalement, sur les Steven West et même sur les châles en général. Je suis beaucoup plus long, parce que je vous le rappelle, je fais partie de la team escargot en tricot, je tricote pas très vite. Parce que déjà, je tricote pas tout le temps, que j'ai pas mal d'activités, et puis même si je tricotais tout le temps, de toute façon, je tricote lentement. Donc voilà, j'ai mis 20 jours pour faire ce truc-là. J'en suis très content, je suis très content de la laine, je suis très content du modèle. C'est pas un modèle que je vais recommander pour les débutants, parce que y a quand même pas mal de... déjà, il y a de la brioche, donc quand on débute la brioche, c'est pas forcément compliqué, et en plus, pas que de la brioche simple, puisque il y a de la brioche avec augmentation et diminution pour faire ce motif à la fin. Donc je le recommanderais pas pour des débutants, mais c'est un patron que je recommande. Donc il n'est pas en français, il est en anglais, mais comme d'habitude, je me répète, je vous le redis, c'est vraiment pas compliqué de tricoter en anglais, il s'agit juste de déchiffrer du code. Donc vraiment, je vous encourage à tricoter les patrons en anglais, même si vous ne savez pas parler en anglais, vous verrez. On trouve des lexiques très facilement sur Internet, et il n'y a rien de compliqué. Voilà, je ne vais pas faire plus long sur ce modèle, puisque je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Donc il s'agissait du Fiberfest de Steven West. On peut maintenant passer à la suite. On continue avec un châle que j'ai tricoté de fin mai 2024 jusqu'au 18 juin 2024. Je l'ai commencé très exactement le 29 mai. Il s'agit du châle Wonderwall de Mélanie Berg, que voici. Hop. Donc un châle de taille moyenne qui fait 1,92 m d'envergure, qui est peu profond. Il fait 49 cm de profondeur. Donc vraiment typiquement le genre de châle que j'affectionne particulièrement, parce que c'est des châles écharpes. Voilà, que moi j'adore mettre sur mon vélo, je peux m'enrouler dedans facilement comme une écharpe. Voilà, un super chouette modèle que j'ai tricoté avec des laines de chez John Arbonne Textiles, donc une fabrique de laine et teinturerie de laine qui se trouve au Pays de Galles, si je dis pas de bêtises, à vérifier quand même. Donc j'ai tricoté ça avec leur laine, leur qualité Harvest Use Worsted. Il s'agit d'une laine donc worsted, 100 grammes pour 220 mètres, composée de 33% mérino, 33% BFL et 33% Zwartbull. Zwartbull, c'est une autre race de mouton. J'ai utilisé pour ça plusieurs coloris. Donc le coloris le plus foncé, je l'enlève parce que j'ai un peu chaud. Le coloris le plus foncé, c'est le coloris Black Thorns. Voilà. Et ensuite, toutes les couleurs là que vous voyez, il s'agit des coloris Barley, Blue Spruce, Bracken, Burdock, Rose Bay et Teasel. Donc je ne suis pas capable de vous dire là tout de suite quel nom correspond à quelle couleur. Je ferai des recherches au moment du montage, si je trouve, je vous indiquerai. Mais enfin voilà, vous avez le détail de toutes les laines que j'ai utilisées. Donc comment est-ce qu'on tricote ce châle? Alors c'est un modèle qui est très simple à réaliser, qui est vraiment accessible aux débutants. Donc là, cette fois-ci, on commence sur le centre, contrairement au premier châle que je vous ai présenté de Steven West. Pareil, on va faire un garter tab, et après on va faire une très grande section en point mousse, toute simple, avec des augmentations de chaque côté sur les rangs endroits.
Voilà, ce qui va nous donner toute cette grande envergure. Et quand on aura fini de tricoter cette section, on va venir commencer à faire des rayures avec des mailles glissées. C'est ce qui va qui va donner ce petit jeu de briques qu'on peut voir là. Voilà, donc toujours très simple, du point mousse avec des mailles glissées, de la mosaïque, finalement. Et puis, une fois qu'on a fait le nombre de lignes requis, on va venir finir avec une toute petite bordure en point mousse, ici. Voilà, et on va terminer le châle avec un rabattage très très simple, un rabattage classique, vous tricotez 2 mailles, vous tricotez une maille, une seconde, puis après vous tricotez les deux, par le brin arrière, voilà. Donc ça nous fait ce très très joli modèle, accessible, que personnellement j'adore sa simplicité, et puis le jeu des couleurs, que je trouve vraiment très très chouette. Le patron de Mélanie Berg est fourni avec une romap. Qu'est-ce que c'est qu'une romap ? Il s'agit d'un PDF supplémentaire qui va aider les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs à suivre plus facilement le patron, rang par rang, sur chaque rang savoir quelle couleur exactement il faut utiliser et savoir à tout moment où on en est dans le patron. Ces romaps ont été créés spécialement pour aider les personnes qui sont atteintes du cancer du cerveau et qui du coup ont des troubles cognitifs et ont des problèmes d'attention. Donc c'est pour cette raison que ces romaps ont été créés. Mélanie Berg sensibilise les gens aux problèmes du cancer du cerveau et des troubles cognitifs en général. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle inclut ça dans ses patrons. Elle en profite pour inviter les gens qui tricotent ces modèles à faire des dons aux associations de leur région qui luttent contre le cancer. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Je vous mets en incrustation rapidement le PDF de cette fameuse romap, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai trouvé cette initiative vraiment super sympa. Donc comme je vous le disais, un patron très très simple, vraiment accessible aux débutants, assez rapide à réaliser. Et moi ça m'a beaucoup plu de le faire et ça m'a beaucoup plu... ça me plaît beaucoup de l'avoir aujourd'hui. Les laines de John Arbonne sont un petit peu rustiques quand on les voit comme ça au premier abord, mais dès le premier lavage, elles s'adoucissent vraiment beaucoup. Et alors, je vais pas vous dire que c'est ultra doux, mais vraiment, ça gratte pas, quoi. Voilà, donc modèle super sympa, qui, moi, me plaît beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Wonderwall de Mélanie Berg. On passe à la suite. On attaque la section chaussettes. Alors cette fois-ci, j'ai pas tricoté beaucoup de chaussettes, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai 2 paires terminées à vous montrer. Alors la première, il s'agissait des chaussettes Noël en retard que je vous avais montré dans l'épisode précédent. J'en avais terminé qu'une. Et maintenant, j'ai fini la deuxième. Donc je reviens pas dessus. Je vous les redétaille pas. Voilà, si vous voulez avoir le détail des laines, je vous invite à regarder l'épisode précédent. Mais voilà, elles sont terminées. C'est la première paire de chaussettes pour Noël. Il faut que j'en fasse une seconde. Je vous en avais parlé la dernière fois. Il me reste encore quelques mois pour le faire. J'espère que je vais y arriver. Voilà, donc ça, c'était la première paire terminée de cette période. Et puis, j'ai une seconde paire terminée à vous montrer. Il s'agit de celle-ci. Hop, les Calavera Socks de Monsieur Knitting, Clément. Super paire de chaussettes que vous avez certainement dû voir dans pas mal de podcasts, parce que Clément a beaucoup de succès, son patron est beaucoup tricoté, on le voit beaucoup, donc voilà, moi j'ai tricoté ma version. Alors avec quoi j'ai tricoté ça ? J'ai tricoté ça avec un écheveau de chez Hedgehog Fibers, dans leur qualité sock, donc il s'agit de ce rouge, très joli rouge, nuancé, une fingering composée de 90% mérino et 10% nylon, donc très peu de nylon, des écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je lis ma tablette.
Et enfin le noir que vous voyez ici pour les parties contrastantes et pour les petites têtes de mort ici. Il s'agit d'une pelote de chez Hobby, la qualité Rainbow Sockwool 4-ply, une fingering pareil 100 grammes pour 400 mètres, composée de 75% laine et 25% mérino, et le coloris évidemment c'est black, noir. Voilà, donc des chaussettes que j'ai démarrées le 2 août 2024 et terminées le 14 août. J'ai eu des petits débords sur cette chaussette, je vais vous en parler tout de suite après. D'abord la construction, donc ce sont des chaussettes cuff down, donc c'est-à-dire qui se tricotent des côtes vers la pointe. On commence par un montage German Twisted Caston, puis ensuite des côtes de 2. Ensuite, on va tricoter la tige qui se compose d'un super joli motif en mosaïque. Alors, ce motif en maille glissée, je pense que tout le monde le sait maintenant, mais je le répète s'il y a des gens qui sont passés à côté. En fait, ce modèle a été créé en hommage à la fête mexicaine Dia de los Muertos. Voilà, les calaveras. Et les calaveras, c'est, je crois, les représentations des petites têtes de mort. Mais là, peut-être que je dis une bêtise. Pareil, à checker et à vérifier. En tout cas, ce sont des chaussettes qui ont été créées pour cette occasion-là. Voilà, donc le talon, c'est un talon boomerang en raccourci. Donc moi, j'affectionne pas ce type de talon. Hein. Je fais jamais, rarement ce type de talon. Je fais plutôt des talons renforcés. Parce que ça convient plus à ma morphologie, à mon gros talon, voilà. Mais là, j'ai pas voulu dénaturer le patron de Clément, donc j'ai fait le talon qui était préconisé dans le modèle. Voilà, donc talon boomerang en raccourci. Ensuite, on continue classiquement le pied tout en jersey et une pointe qu'on termine avec un grafting. Donc super modèle, très facile à réaliser parce que le patron de Clément, franchement, il est vraiment super, il est très très détaillé, il vous prend par la main, donc si vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, franchement allez-y, tout est bien expliqué, en plus il a fait des vidéos donc qui sont très détaillées, donc impossible de se tromper, vous pouvez y aller. Sauf que, moi je dis impossible de se tromper, figurez-vous, pourtant je suis pas un débutant aux chaussettes, figurez-vous que j'ai fait une connerie. En fait, pour tricoter ce modèle, il vous précise bien dans son patron, en plus en rouge, surligné en rouge, que après avoir fait les côtes, quand vous attaquez le modèle en mosaïque, de prendre une taille d'aiguille au-dessus. Moi j'ai tricoté mes chaussettes en 2,25 et il fallait, pour tricoter la mosaïque, prendre des 2,5, la taille au-dessus, justement pour éviter le côté trop serré qu'on peut avoir sur les chaussettes en jacquard ou les chaussettes en mosaïque. Et bien évidemment, moi, comme j'ai l'habitude de tricoter des chaussettes, j'ai foncé comme un malade, et puis j'ai complètement oublié de changer de taille d'aiguille sur ma première chaussette. Et puis je me suis rendu compte de rien, j'ai fait toute ma chaussette, et puis résultat des courses, je n'ai pas réussi à enfiler ma chaussette et je me suis dit mince, mais c'est pas possible. Et là je relis le patron et puis évidemment en rouge énorme c'était bien marqué n'oubliez pas de changer de taille d'aiguille. Donc bon, je me suis dit peut-être qu'au blocage je vais réussir à tirer dessus puis que ça ira mieux. J'ai tricoté la seconde chaussette, là cette fois-ci en changeant de taille d'aiguille, et puis du coup il y avait quand même une grosse différence. C'est marrant parce qu'entre le 2,25 et le 2,5, on se dit il y a très peu, ça va pas se voir, si ça se voyait vraiment beaucoup. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai découpé ma chaussette ici à ce niveau, juste dessous la partie des têtes de mort. J'ai recommencé une nouvelle partie de chaussette, j'ai remonté des mailles, fait mes côtes, retricoté la tige avec le motif de tête de mort, ce qui fait que je me suis retrouvé avec deux parties, une tige et le pied séparés, et je les ai raccordés en faisant un grafting. Donc, parce qu'autrement, si j'avais repris mes mailles ici et que j'avais retricoté dans l'autre sens, c'est ce que je voulais faire au début, j'aurais eu un problème de sens de tricot, enfin bref, ça me plaisait pas, et du coup j'ai passé un après-midi en juin avec des tricopines, et c'est elles qui m'ont suggéré de faire ça. C'était avec Amy et puis avec la meuf tricot.
Emel Couette, et c'est elles qui m'ont suggéré de faire un grafting. Donc je me suis lancé, je l'ai fait, puis bah voilà, ça a super bien marché. Alors je vous l'approche de près, on voit un petit peu, on voit une petite différence au niveau du raccord, mais franchement, ça se voit à peine, ça fait vraiment la blague. Et quand les chaussettes sont sur mes pieds, et ben ça se voit pas. Voilà. Donc super content de ce modèle, je suis très content de ces chaussettes, de ce rouge vraiment, le coloris s'appelle Sin. Sin, ça veut dire péché, péché dans le sens j'ai péché, mais à culpa. Voilà. Et je sais pas, je trouve que ça allait vachement bien. J'adore ce coloris et j'adore cette paire de chaussettes. Merci beaucoup Clément pour ce modèle, il est vraiment très sympa. Et si vous ne l'avez pas tricoté et que vous avez envie de vous lancer dans les chaussettes, vraiment, je vous le recommande. J'ai un début de 3e paire de chaussettes à vous montrer. Je pensais les avoir terminées pour ce nouvel épisode. Et puis pas du tout. Ce sont des chaussettes que j'avais amenées avec moi en vacances. Je les ai commencées le 19 août en me disant ça sera ma paire de vacances. Je vais les faire entièrement là-bas. Et puis pas du tout. En fait, je me suis attelé à un autre projet que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis du coup, elles ont avancé un peu, mais pas beaucoup. J'en ai même pas une complète de terminée. Les voici. Je les ai appelées les chaussettes Evia. Evia parce que en fait c'est l'île grecque sur laquelle nous sommes partis en vacances. En français on dit EB, mais en Grèce c'est Evia. Voilà, donc je les ai appelés comme ça. Alors, avec quoi je tricote ces chaussettes ? Je tricote ces chaussettes avec de la laine Regia, la Schechenmeyer Regia 4-ply, dans leur gamme Spring Feeling Color, donc une autorayante super jolie, que vous voyez là. C'est un fingering 100 grammes pour 400 mètres, composé de 75% laine et 75% mérino, et le coloris c'est 3811. Voilà, super autorayant. Vous savez que moi j'adore tricoter des chaussettes avec des laines autorayantes. Donc voilà, et pour les parties contrastantes, j'ai utilisé de la laine de chez West Yorkshire Spinner. Leur qualité signature 4-ply, une fingering 100 grammes pour 400 mètres, composée de 40% laine, 25% VFL, 23% nylon et 2% polyester. Et le coloris, c'est Nutmeg. Voilà, c'est la même qualité que les chaussettes de Noël que je vous ai présentées tout à l'heure. Et d'ailleurs, ma seconde paire de chaussettes de Noël sera tricotée en partie avec cette laine-là. Donc là, je fais les côtes, le talon, donc talon renforcé. Donc là, ça ressemble à rien parce que la chaussette n'est pas encore bloquée. Et puis, je ferai la pointe de la même façon. Donc voilà, je vous en dis pas plus, parce que c'est exactement ce que je vous raconte dans tous mes épisodes. C'est mon modèle de base. Je tricote ça avec des aiguilles de 25, Et j'ai bien hâte de les terminer pour passer à la suite. Voilà pour la section chaussettes. On continue avec un pull que j'ai tricoté en test pour la marque Knitting for Olive. Il s'agit du Catholt Sweater de Perny Larsen. Donc Knitting for Olive, pour les personnes qui ne savent pas, il s'agit d'une marque danoise et Perny Larsen, c'est une des fondatrices de la marque. Donc j'ai eu la chance d'avoir été sélectionné pour tricoter ce test et je suis super content. Pour l'occasion, c'était la première fois que la marque créait un modèle pour hommes. Donc pour l'occasion, ils avaient ouvert le test qu'à des tricoteurs, qu'à des hommes. Donc voilà, j'ai postulé parce que c'est ma copine Aimee qui m'a envoyé l'info, qui m'a dit « T'as vu, ils cherchent des testeurs hommes, est-ce que ça t'intéresse ?» Je lui ai répondu tout de suite en lui disant « Ouais, ça m'intéresse, mais bon, j'ai pas du tout envie de me lancer dans un test, j'y arriverai pas, j'ai trop de choses à faire et puis je tricote pas assez vite. » Bon, et puis pour flatter mon ego, je me suis quand même inscrit, et puis pouf, j'ai été sélectionné, voilà. Donc j'ai été pris à mon propre jeu, et puis j'ai tricoté ce pull, puis finalement je m'en suis bien sorti, je l'ai tricoté largement dans les temps, donc j'étais très très content. Et puis alors, j'ai eu la grosse surprise. C'est pas la première fois que je fais un test, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Pour ce test, la laine était fournie.
C'est-à-dire que Knitting for Olive, ils m'ont envoyé un code et ils m'ont dit vous allez sur le site, vous choisissez la laine. Donc moi j'ai tricoté la taille 3XL, donc ils savaient la quantité de laine dont j'allais avoir besoin pour tricoter. Ils m'ont dit vous choisissez, vous rentrez le code, et puis j'ai reçu quelques jours plus tard gratuitement toute la laine nécessaire pour tricoter le test. Donc waouh, j'étais d'autant plus content de participer à ce test. Donc j'ai tricoté ça avec de la laine Knitting for Olive, vous vous en doutez, dans leur qualité Heavy Merino, c'est une worsted, les pelotes font 50 grammes pour 125 mètres, et c'est une laine qui est composée de 100% Merino. Et les coloris, c'est cognac pour la couleur la plus foncée, et nature pour la couleur la plus claire. Alors, petite particularité de cette laine, pardon, excusez-moi, c'est que Knitting for Olive, il se présente comme une marque écolo, je crois qu'ils sont certifiés B Corp, mais j'en suis pas tout à fait sûr, mais il me semble bien, qui font très très attention au bien-être animal, etc. Et donc la particularité de ce fil, c'est que c'est un fil qui vient d'Amérique du Sud, je ne sais plus quel pays exactement, peut-être c'est Chili, mais il provient d'élevages où les bêtes sont bien traitées, et notamment, y compris pour la tonte. Donc c'est du 100% mérino, mais contrairement à ce qui se pratique habituellement dans l'industrie lainière, la laine, en fait, le mouton n'est pas tondu très près de la peau. Habituellement, si j'ai bien compris, les premières fibres qui sont vraiment à l'extérieur, elles sont coupées puis jetées, et c'est plus la partie qui se trouve le plus près de la peau qu'on utilise, et c'est pour ça que souvent le mérino est plutôt doux. Là, chez Knitting for Olive, en fait, c'est une laine c'est une fibre qui a été tondue plus loin de la peau du mouton pour pas le blesser. Voilà, parce que en plus, évidemment, c'est une laine qui est garantie sans mulesing. Si vous savez pas ce que c'est, je vais pas vous expliquer parce que c'est un peu dégueu. Vous tapez mulesing sur Google et puis vous comprendrez tout de suite, vous verrez tout de suite à quoi correspond cette pratique un petit peu barbare. Voilà. Donc c'est une laine qui est garantie sans ces pratiques-là, et voilà. Mais comme la laine a été tondue moins près de la peau, fatalement, elle est moins douce que le mérino auquel on est habitué, auquel on est habitué habituellement, n'importe quoi, auquel on est habitué. Voilà. Donc effectivement, quand on reçoit les pelotes, c'est un petit peu rustique, mais dès le premier lavage, vraiment honnêtement c'est vrai, dès le premier lavage, ça s'adoucit tout de suite et ça devient super doux, et c'est vraiment pas un truc qui gratte, c'est quasiment aussi doux que le mérino dont on a l'habitude. Bien entendu, il n'est pas super wash non plus, ce mérino. Voilà, donc assez blablaté sur la laine. Comment est-ce qu'on tricote ce modèle ? Alors on va commencer ici par l'arrière, par monter des mailles, un certain nombre de mailles en plaçant des marqueurs pour les raglans, puisque c'est un pull raglan comme vous l'avez vu. Voilà, en plaçant des marqueurs, et on va d'abord commencer à tricoter en aller-retour, afin de faire la rehausse, une toute petite rehausse à l'arrière du cou. Toute cette partie-là, on la tricote en aller-retour, et quand on a tricoté suffisamment de hauteur pour cette rehausse, à ce moment-là, on va venir monter des mailles supplémentaires pour le devant, et on va venir joindre en rond, et on va continuer à tricoter. Donc c'est un modèle qui est tricoté entièrement en jersey, mais en jacquard. Les lignes que vous voyez et les petits points que vous voyez là, c'est du jacquard. Donc du jacquard ultra simple, vous voyez, puisque en fait, il s'agit de deux petits points et d'une ligne avec des petits créneaux, comme vous voyez. Donc la grille de jacquard est super simple, mais du coup très adaptée pour les débutants et aussi pour s'entraîner à tricoter à deux aiguilles. Deux aiguilles.
à deux mains, en tenant le fil à deux aiguilles, oui évidemment, pour s'entraîner à tricoter avec un fil dans chaque main. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est vachement bien parce que comme c'est un motif très simple et que c'est tout le temps pareil, très vite vous vous habituez. Moi honnêtement, je sais tricoter à la continentale, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi je tricote à l'anglaise. Et là, j'ai bien été forcé parce que tricoter un grand modèle comme ça, moi je tricote la taille 3XL, en jacquard avec les fils dans la même main et en les faisant se croiser sans arrêt, c'est très vite insupportable. Donc vous êtes obligé de tricoter avec un fil dans chaque main. Et du coup, ça vient très vite, quoi. Et c'est chouette parce que ça m'a permis d'améliorer mon tricot à la continentale. Il n'en reste pas moins que je ne tricote toujours pas à la continentale parce que pour les modèles normaux, parce que j'aime pas, je trouve que mon point est moins régulier et je suis moins à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise avec ma façon de tricoter habituellement. Enfin voilà. Donc, je continue. On joint donc en rond. Après, on va continuer à faire les augmentations pour faire notre raglan. Et quand on arrive en bas du raglan, on va mettre des mailles en attente, traditionnellement, pour tricoter les manches plus tard. On va continuer jusqu'en bas. En bas, on fait des côtes de 2 et on termine avec un rabattage élastique. Donc elle ne précise pas quel type de rabattage faire, elle dit juste faites un rabattage élastique. Donc honnêtement, je ne me souviens plus du tout quel type de rabattage j'ai fait. C'est un rabattage à l'aiguille, donc pas un rabattage tubulaire, parce que pour un tubulaire, il faut des côtes 1-1, mais c'est un truc qui ressemble à un rabattage tubulaire, mais je suis plus capable de vous dire comment j'ai fait. Je crois que c'était une vidéo que j'avais vue sur Insta. Je vais essayer de vous la retrouver pendant le montage, et je vous incrusterai les références si je m'en rappelle. Mais voilà. En tout cas, vous voyez, ça fait une finition super jolie. Voilà comment j'ai rabattu ce pull. Ensuite, je suis venu récupérer les mailles que j'avais mis en attente, et puis j'ai fait mes 2 manches. Et pareil, terminer les manches avec des côtes de 2 et le même rabattage à l'aiguille. Et puis, une fois que les 2 manches ont été faites, je suis venu relever des mailles tout autour pour tricoter un col. Alors sur le modèle original, je vous mets une photo du patron, c'est un pull col montant. Mais moi j'aime pas ça du tout, les pulls col montant, et ça m'arrangeait bien parce que dans le patron, même si c'était un test, dans le patron elle préconise de tricoter un col de 9 cm de haut, mais qu'on peut tricoter la hauteur qu'on veut. Donc le fait qu'elle ait écrit « vous pouvez tricoter la hauteur qu'on veut », je me suis senti autorisé, vu que c'était un test, à ne pas faire de col montant, et moi je pense que j'ai fait 3 cm, ou peut-être même pas, voilà. Parce que moi, ça me convient mieux. Je supporte pas, en fait, quand j'ai le cou... Je supporte bien d'avoir une écharpe, mais pas un pull. Voilà. Donc, pas plus compliqué que ça. Un super modèle dont je suis très content. Ça fait un gros pull bien chaud pour l'hiver. Encore que, je dis ça, mais la semaine dernière... Là, en ce moment, il fait pas super chaud. Et je l'ai porté pendant toute une journée la semaine dernière. Et je l'ai bien supporté. Donc voilà, le Cat Old Sweater Man, de Pernille Larsen, alias Knitting for Olive, un modèle que je conseille, y compris aux débutants et y compris aux gens qui veulent s'initier au jacquard. C'est vraiment le modèle idéal pour s'initier au jacquard. Donc à savoir qu'il existe un modèle équivalent, le Cat Old Sweater, pour femmes, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, peut-être l'année dernière, il me semble, à vérifier. Donc voilà, il y a un modèle adapté pour les femmes, si ça vous dit. Si vous n'avez pas envie de vous taper un grand modèle homme pour vos maris, vos amis, vos fils, voilà. Et c'est tout ce que je pouvais vous raconter pour le Cat Old Sweater de Pernille Larsen. On passe à la suite. On continue avec le gros morceau de cet épisode. Il s'agit du châle à la croisée des mondes de Christelle, que vous connaissez toutes et tous, je pense, ici sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Christelle rêvait sa vie en couleur.
Donc pareil, hein, un modèle que vous avez sûrement déjà vu plein de fois, parce que dans tous les podcasts, parce que c'est un modèle qu'on a beaucoup vu, qui a eu beaucoup de succès depuis qu'il est sorti. Et moi, je suivais les publications de Christelle, et dès qu'elle avait commencé à en parler et que je voyais le modèle avancer, tout de suite je m'étais dit, c'est sûr, ce modèle me plaît, je le tricoterai. Et voilà qui est fait. Et c'est ça que j'ai emmené en vacances avec mes chaussettes que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est ça qui a pris la place des chaussettes. C'est pour cette raison que j'ai pas avancé sur les chaussettes. Donc un gigantesque châle qu'il m'est impossible de vous montrer dans son intégralité ici. Donc je vous incruste des photos. Je vous le fais quand même défiler. Hop. Voilà, donc un immense châle que j'ai tricoté avec des laines de chez ma tricopine Florence, que vous connaissez également ici sur YouTube et sur Insta, sous le nom de Laine Delphine. Laurence est lainière en Isère, et c'est avec ces laines que j'ai tricoté ce châle. Enfin, entre autres, parce que, comme vous le voyez, j'ai fait là aussi une entorse au patron. Normalement, c'est un châle qui se tricote en 2 couleurs, et moi, je l'ai tricoté avec une 3e couleur. Donc, les 2 couleurs principales proviennent de chez Florence, donc Laine Delphine, dans sa qualité le 400 mètres. C'est une fingering 100 grammes pour 400 mètres, donc, composée de 100% mérino non superwash, et les coloris, c'est Peacock pour ce super joli bleu. Et joli mois de mai 2024, que vous voyez ici, qui est ce gris nuancé, plein de speckles. Alors, pourquoi joli mois de mai 2024 ? Parce que pour ceux qui s'en souviennent, on a eu un printemps particulièrement pourri, et il a fait que pleuvoir pendant tout le mois de mai. Donc voilà, c'est d'où le nom de cette couleur. Voilà, donc 2 super jolies couleurs. Et puis pour apporter un petit peu plus de contraste, j'ai introduit une 3e couleur, qui est ce noir que vous voyez ici, qui est une laine qui provient de chez Hedgehog Fibers, toujours, dans leur qualité Sox. Une fingering 100 grammes 400 mètres, composée de 90% mérino et 10% nylon. Et le coloris, c'est graphite. Voilà. Donc j'ai tricoté ça avec des aiguilles 3,75. Je l'ai commencé le 14 août et j'en ai tricoté une bonne partie pendant mes vacances. Mais comme il est immense, hein, il fait, je crois, 2,50 m d'envergure pour ma version. Hein, toujours pareil, je tricote très serré. Je sais que chez certains, il fait 2,80 m. Les gens qui tricotent moins serré. Chez moi, il fait 2,50 m par 59 cm de profondeur, je crois. Je ne suis plus tout à fait sûr de la profondeur. Et bien sûr, je ne l'ai pas marqué dans mes notes. Bon. Donc, mais de mémoire, il me semble que c'est ça. Donc voilà comment est-ce qu'on tricote ce modèle. Je vais passer rapidement parce que vous avez dû le voir 1000 fois dans tous les podcasts. Donc, mais je réexplique quand même. On commence le châle par cette pointe. On va monter quelques mailles et puis on va continuer en point mousse autour d'une arête centrale, autour de laquelle on va faire des augmentations, et on va faire des augmentations de chaque côté. C'est ce qui va nous faire ce châle très pointu. Et donc on va enchaîner des parties en point mousse, en mailles glissées, que vous voyez ici, et ici, et on va continuer avec des parties donc, qui, dans le patron, sont des parties en côte anglaise. Moi, comme j'avais introduit une 3e couleur, j'ai voulu les faire en brioche bicolore. Alors, je me répète, j'avais dit la dernière fois, ça a suscité pas mal de commentaires, que la brioche unicolore et la côte anglaise, c'est exactement le même point. Je maintiens, je persiste et signe. C'est exactement le même point. La seule différence, c'est que quand on dit qu'on tricote des côtes anglaises, ou Fisherman Ribs en anglais, en fait, c'est la méthode pour le faire qui diverge de la méthode pour tricoter ce qu'on appelle la brioche unicolore, mais le résultat, c'est exactement la même structure de pointe, c'est exactement le même point. Et la brioche bicolore, pareil. C'est juste que du coup, on va faire des jetés et tricoter des jetés et des mailles ensemble pour créer la brioche, alors que quand on fait des
des côtes anglaises, au lieu de faire un jeté, on va venir tricoter la maille qui se situe sous la maille qui est sur l'aiguille, mais le résultat est exactement le même, je persiste. C'est le même point. Voilà. Donc, moi j'ai tricoté ça en brioche bicolore, voilà. Ça donne ça. Ensuite, on a ce motif qui est fait en mosaïque, toujours en maille glissée. Et pareil, on continue, on enchaîne, on fait des rayures. De nouveau de la brioche bicolore, mais avec d'autres couleurs. De la mosaïque, du point mousse, etc., etc. Donc je ne sais pas si vous entendez, mais visiblement il y a des travaux dans mon immeuble. Donc là, on entend du bruit. J'espère que ça ne va pas trop perturber la vidéo. Donc voilà, on obtient ce châle vraiment immense que je trouve super joli. Franchement, moi j'ai adoré tricoter ce modèle. Alors c'est un modèle, un patron qui est vraiment génial. Il est ultra détaillé, donc en français. Il est en français et en anglais. Il est très très détaillé. Je sais qu'il y a des personnes qui sont affolées par le nombre de pages du patron. C'est un patron qui fait 38 pages, mais il faut vraiment pas que vous soyez affolés par ce nombre de pages. Il fait 38 pages en fait parce que Christelle a fait un travail de fou. Elle a tout détaillé pour le rendre accessible aux débutants. C'est-à-dire que vraiment, elle vous prend par la main du début jusqu'à la fin, et tout est détaillé. C'est pour ça que ça fait 38 pages. Donc, mais les tricoteurs plus aguerris, qui n'ont pas besoin d'être pris par la main, honnêtement, vous n'allez pas utiliser les 38 pages, parce que vous voyez bien, ce sont des sections qui se répètent. Voilà, c'est vraiment un patron qui s'adresse à tout le monde, aux grands débutants, et aux tricoteurs aguerris. Et surtout, c'est un modèle que moi je trouve vraiment super beau, quoi. Je suis très très content de cette association de 3 couleurs. Je le trouve vraiment magnifique. Et puis alors en plus, il est, pour le coup, celui-là, il est immense. Il est un peu profond, mais c'est pas grave. Comme moi, je porte ça en chèche, ça me dérange pas, mais je le trouve vraiment sublime, quoi. Donc je vous mets des photos en incrustation, comme ça vous le verrez vraiment en entier. Donc vraiment bravo Christelle si tu passes par là, parce que moi je trouve que ce modèle il est vraiment génial et je te tire mon chapeau pour ce patron ultra détaillé et ultra travaillé. Honnêtement, vous en avez pour votre argent quand vous achetez ce patron. Quand on voit parfois certains patrons que vous payez le même prix, voire même plus cher, et que vous avez 2 pauvres pages recto verso avec aucun détail, vraiment, vous pouvez y aller. Bravo Christelle. Voilà ce que je voulais dire sur le patron À la croisée des mondes de Christelle. Christelle rêvait sa vie en couleur. Et on passe maintenant à la suite. Quand j'étais en vacances en Grèce cet été, j'étais dans une ville située au sud de B, la ville de Charistos, et je me baladais dans les rues, et je suis passé à un moment donné devant un magasin textile. Alors pas un magasin de laine, un magasin de textile, style solderie. Voilà, puis je suis rentré là-dedans pour voir ce qu'ils avaient, et au milieu des draps, des torchons, des chaussettes, j'ai trouvé des écheveaux de laine qui étaient emballés par l'eau dans des gros sacs en plastique. Et j'ai trouvé cette laine, ces écheveaux-là, sur lesquels j'ai craqué. Donc c'est une laine vintage. Voilà, regardez l'étiquette, elle est super belle. C'est écrit Le Papillon en français. Tout le reste est en grec, mais c'est écrit Le Papillon en français sur l'étiquette. Voilà, je me suis un petit peu renseigné. Donc c'est une laine vintage, ancienne, qui est plus du tout vendue, qui était fabriquée dans les années 70. Cette laine, elle a presque mon âge, voilà. Et donc, ils avaient des lots comme ça qui leur restaient, donc une laine assez rustique. Donc, évidemment, comme tout est écrit en grec, et en plus, je l'ai su par la suite, en plus en grec littéraire ancien, parce que le grec, c'est comme l'allemand, ça a été réformé à une époque, je sais plus exactement quand, dans les années 80, je crois. Et donc, c'est le grec qu'on utilisait, littéraire qu'on utilisait avant, c'est plus le grec qu'on utilise maintenant.
Donc voilà, j'avais posté des photos sur Insta en demandant aux gens s'il y avait des gens qui comprenaient, qui pouvaient me traduire. Et puis, parce que en fait, avec Google Trad, j'arrivais pas à tout traduire. Google Trad traduisait certaines parties, mais il y a des parties qui ne traduisaient pas du tout. Donc, y a des personnes qui m'ont traduit l'étiquette. Et grâce à ces personnes, je sais que c'est une laine qui est composée de 100% laine. Voilà, j'en sais pas plus, que c'est une laine qu'on peut tricoter avec des aiguilles 4,5. Voilà, j'imagine que c'est un décage, il n'y a pas d'indication de longueur, mais pour moi, vu la taille, je pense que ça équivaut à un sport ou un déca, voilà. Et le coloris est super joli, c'est un coloris jaune, safran un peu, là, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pris le sac plastique parce qu'il ne le détaillait pas, et dedans il y avait 5 écheveaux, je crois. 5 ou 4 écheveaux, je ne me rappelle plus. Parce que j'en ai bobiné certains depuis. Et depuis que je suis rentré de vacances, j'ai décidé de tricoter une couverture pour mon chat Léo. Mon petit chat que vous voyez habituellement, là, il est en train de dormir sur son perchoir, là. Donc je ne sais pas si vous allez le voir cette fois-ci. Mais voilà, j'ai entrepris de tricoter une couverture pour lui, que je vous montre. Alors elle est en cours, c'est une couverture sans patron. Hein. Une couverture donc pas très grande, hein, parce que c'est pour lui, et puis pour mettre sur ses étagères. En fait, chez nous, il y a plusieurs étagères qui sont destinées au chat, ou sur lesquelles il peut monter, et il a un parcours. Et sur certaines, j'ai mis des petites couvertures, donc il y en aura une comme ça. Et donc, je tricote ça en faisant une bordure en point mousse, voilà, que vous voyez ici. Et après, un point assez joli, qui fait un point... c'est un point damier, un peu comme de la vannerie. J'ai pris ce motif sur ce livre que pas mal d'entre vous connaissez, je pense, et peut-être que vous le possédez même. Il s'agit du livre 300 points de tricot de Leslie Stanfeld et Melody Griffiths. Voilà, qu'on trouve assez facilement. Je vous mets un lien dans la zone de description sous la vidéo si vous voulez aller voir et si vous voulez l'acheter. Alors je suis complètement transparent avec vous, hein, il s'agit d'un lien Amazon et c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous achetez ce livre en cliquant sur ce lien, en fait je toucherai une petite commission sur votre achat. Voilà. Donc j'ai pas l'habitude de faire des coffees ou autres et de réclamer des participations dans mes vidéos, mais voilà, là je me suis dit tiens, je vais faire un lien affilié, comme ça si vous avez envie de l'acheter, voilà, vous achetez un truc et en plus moi ça me rapporte un petit peu. Voilà, je pense pas que je vais devenir millionnaire avec ça, mais enfin voilà, au moins je suis transparent là-dessus. Donc j'ai pris ce point dans ce livre, alors je vais pas vous le montrer parce que c'est un livre payant, mais si vous voulez le faire, c'est le point numéro 33 qui s'appelle le point, donc le point qui est ici, je baisse pour pas que vous voyez le diagramme, qui s'appelle le damier tissé. Voilà, le point numéro 33. Donc c'est ce que je fais dans cette couverture, et puis je vais continuer jusqu'à utiliser la totalité des écheveaux. Je crois que je vous ai dit que j'en avais pris 5, mais non, en fait c'est 4. Alors il va y avoir, parce que comme c'est une vieille laine et que peut-être ça a un peu traîné en vitrine, je sais pas si vous le voyez bien là à la caméra, mais il y a une légère différence de teinte entre un des écheveaux par rapport aux 3 autres. Et celui-là est un petit peu plus clair, un petit peu plus délavé. Donc à voir si je le mélange avec un autre pour pas que ça se voit trop, ou si je m'en fous et je continue comme ça. Après tout, c'est juste une couverture pour le chat, mais bon, enfin on verra bien. Donc voilà, hein, c'est pas du tout mon projet principal. Je fais un rang de temps en temps, donc je suppose que ça va me prendre du temps. Mais je vous tiendrai informé au fil des épisodes, ou alors peut-être que dans le prochain, il sera fini, vu que je fais pas des épisodes très très souvent. Hein. Vous me voyez ici tous les 4-5 mois, ou 5-6 mois même, parce qu'en fait je cale mes vidéos sur mon rythme de tricot, qui, comme je vous le disais, est assez lent, parce que j'ai envie de vous proposer des vidéos intéressantes, d'avoir suffisamment de choses à vous montrer, et de pas avoir à me répéter. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas si souvent ici sur YouTube. Donc voilà, soit je vous le montrerai en étape lors du prochain épisode, soit je vous le montrerai fini, on verra bien. Voilà, on passe maintenant à la suite.
Je vais vous présenter maintenant mon encours du moment. Il s'agit d'un châle que je tricote dans le cadre d'un cal, le cal organisé par Paul Valpolocello pour le châle Vitrail. Vitral très exactement. C'est un châle qui est designé par Dyed by... Alors je m'excuse, je vais mal le prononcer. Un châle qui est designé par Dyed by M. Joao and Aouni Retrosaria. Je suis désolé, allez voir les vidéos de Paul. Paul, sur le sujet, Paul le prononce beaucoup mieux que moi. Voilà, donc un châle que je tricote dans le cadre de ce cal. Et voici où j'en suis pas très loin. C'est un cal qui a commencé le 15 septembre. Donc ça fait pas très longtemps qu'il a commencé. Et puis moi j'étais là le jour du caston, pour castonner avec tout le monde, et puis après j'ai tout de suite fait une longue pause parce que j'avais pas encore terminé le châle à la croisée des mondes de Christelle, donc je voulais absolument le finir, et puis une fois que je l'ai eu fini, je me suis tapé un petit Covid, donc j'ai été arrêté pendant une semaine et j'étais complètement crevé, fracassé, j'ai pas du tout pu tricoter pendant cette semaine-là, ce qui fait que voilà, j'ai pas beaucoup avancé. Voilà où j'en suis. C'est un super joli modèle que je tricote avec 2 laines. Une laine fingering de chez Life in the Long Grass, qui est la laine qui forme les petits losanges hexagones là, que vous voyez. Une fingering 100 grammes pour 366 mètres, composée de 100% mérino, et le coloris c'est Oxidize. Alors je vais vous montrer le cake, ça sera peut-être plus simple. Voilà, vous le voyez là. Et puis je vais vous montrer en incrustation un des écheveaux non bobinés. Donc voilà, je vais utiliser 2 écheveaux dans ce coloris-là. Et l'autre écheveau que j'utilise, il s'agit d'un mohair lace. Voilà, ce très joli coloris que vous voyez ici. Une laine qui provient de chez Liken & Lace. La qualité, c'est Marsh Mohair. Et c'est donc une lace 50 grammes pour 420 mètres, composée de 64% chèvre mohair, donc, et 36% soie. Et le coloris, c'est beetroot. Beetroot, en anglais, ça veut dire betterave. Voilà, et c'est un très très joli bordeaux nuancé. Je sais pas là avec l'éclairage si vous voyez bien les nuances, mais en tout cas il est super joli. J'adore tricoter ce modèle parce que c'est un modèle qui est vraiment, il aurait pu s'appeler délicatesse, tellement il est doux et il est léger et aérien. Je sais pas si ça se ressent bien là sur mon écran. Mais voilà, je vous détaillerai quand il sera terminé comment se tricote ce modèle. Mais c'est vraiment un modèle que j'adore faire. Et voilà, donc le cal court jusqu'au 15 décembre. Donc si vous voulez nous rejoindre, il est encore temps, puisque là on est début octobre. Donc vous avez largement le temps de vous joindre à nous, même si vous tricotez lentement comme moi. Voilà, je crois qu'on est une 40aine de personnes pour le moment. Sur ce cal, et il y a des super belles versions. Tout le monde ne le tricote pas avec le mohair, parce qu'il y a des gens qui affectionnent pas particulièrement le mohair, donc qui tricotent entièrement en fingering, et c'est super joli aussi. Il y a Vincent, le conjoint de Didier au fil de russe, qui est dans le cal et qui le tricote entièrement en fingering, et sa version est vraiment sympa. Donc voilà. Tout ce que je pouvais vous dire sur ce cal, et vous pouvez nous rejoindre sans problème. Ça dure jusqu'au 15 décembre. Je vous en raconterai un petit peu plus lors du prochain épisode, parce que j'espère tourner un épisode avant la fin de l'année. On verra bien si j'y arrive ou pas. Et ben voilà, on arrive au bout de cet épisode. Pas tout à fait au bout, mais à la dernière section. On enchaîne maintenant avec un tout petit peu de blabla.
On va conclure cet épisode avec une petite section blabla. Je vais commencer par vous parler des salons en cette fin d'année auxquels je vais me rendre. Le prochain, c'est très bientôt, hein, puisque nous sommes le 5 octobre aujourd'hui, et dans une semaine tout pile, il va y avoir le Knit It à Lyon. Et ben, comme d'habitude, je vais m'y rendre, hein, vous savez, ou peut-être vous savez pas. En fait, moi, je suis de la région lyonnaise. J'ai même vécu pendant longtemps à Lyon. Donc j'y vais toujours avec grand plaisir, et donc j'y serai la semaine prochaine. Donc vous pourrez m'y croiser, et d'ailleurs si vous m'y croisez, surtout n'hésitez pas à venir m'aborder, hein. Chaque fois que je vais dans un salon et que j'en reviens, j'ai toujours des messages de gens qui me disent « Ah, je t'ai vu, mais j'ai pas osé t'aborder. » Mais vraiment, je comprends pas pourquoi vous osez pas m'aborder. Enfin, vraiment, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir. Et même si on s'est déjà croisé une fois et que je fais pas attention, venez me voir, parce que je peux pas, évidemment, me rappeler de tout le monde. Et puis surtout, je vous le rappelle, hein, vous connaissez ma tête, parce que vous me voyez derrière votre écran. Mais moi, là, je suis en train de regarder un objectif. Je suis pas en train de regarder vos têtes, donc je vous reconnais pas forcément. Voilà, donc je serai donc au Knit It dans une semaine. Je vais pas y aller le samedi cette fois-ci, j'irai le dimanche. Je vais essayer d'éviter un petit peu la foule, parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était super, hein, j'ai adoré, mais le samedi, il y a vraiment beaucoup de monde, et je sais qu'a priori, le dimanche, il y en a un peu moins, donc j'arriverai le dimanche matin, et je passerai un petit moment dans la journée, dimanche prochain, au Knit It. Voilà, ensuite, début novembre, les 9 et 10 novembre, il y aura le Ch'ti Bazar à Lille. Là, pareil, hein, j'y retourne cette année. J'avais tellement adoré l'année dernière que j'y retourne. Donc, on pourra se croiser là-bas, à Lille, les 9 et 10 novembre. Donc, je ne sais pas quel jour exactement j'irai. Je serai là-bas tout le week-end. Je ne sais pas si j'irai au Ch'ti Bazar le 9 et le 10. Mais en tout cas, j'y serai. Voilà, et puis... fin novembre, du 27 novembre au 1er décembre, il va y avoir le salon Création et Savoir-faire, ici à Paris, à la porte de Versailles. Donc chaque année, hein, quand il y a ce salon, je vous fais toujours gagner des places. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire gagner des places cette année. J'ai fait la demande comme je fais toujours. Habituellement, on me répond immédiatement. Là, j'ai fait une demande il y a presque un mois, et personne ne m'a répondu. Donc... je suis pas sûr de réussir à obtenir des places à vous faire gagner. Je suppose que je ne dois pas être un youtubeur suffisamment important pour qu'on me file des places à faire gagner. En tout cas, j'ai aucune réponse du salon. Mais quoi qu'il en soit, même s'il m'envoie pas de place, j'irai quand même, parce que... il va y avoir quelques exposants tricot, hein. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, hein, ce salon, c'est pas un salon spécifiquement pour le tricot, hein. C'est un salon pour tous les travaux d'aiguille. Ça va de la broderie à la couture, au tricot, enfin tout ce qui concerne les travaux d'aiguille. Et cette année, j'ai vraiment envie d'y aller parce que j'ai commencé à me mettre un petit peu à la couture avec ma mère, qui m'a donné des cours de couture, et vraiment ça me plaît beaucoup, donc je vais aller faire un petit tour là-bas. En fait, ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de prendre des cours de couture. Je le fais pas parce que la couture, c'est un loisir qui, dans ma tête, prend de la place. Puis, enfin, dans ma tête et dans la réalité, ça prend de la place. Il faut avoir de la place pour installer une machine, pour laisser tout son tissu sorti et tout. Et moi, je vis dans un petit appartement parisien. Donc, je me suis toujours dit que ça allait être compliqué et tout, mais là, l'envie est trop forte. Surtout qu'en plus, les cours que ma mère m'a donnés ont été plutôt concluants. Donc, j'ai vraiment envie de m'acheter une machine à coudre, et je pense que je vais m'offrir une machine à coudre pour la fin de l'année, parce que pour Noël et pour mon anniversaire, moi je suis né en janvier, début janvier, le 20 janvier. Donc, je me ferai ce cadeau pour Noël et mon anniversaire, voilà. Donc je vais aller faire un petit tour là-bas, au salon Création et Savoir-faire, donc peut-être qu'on s'y croisera ou pas. Et donc, puisque je vous parle couture, je vais vous montrer les petits objets que j'ai réalisés en couture à l'aide avec ma mère. Alors les couturières et les couturiers aguerris risquent de trouver ça bien banal, mais bon, moi je suis quand même fier de ce que j'ai fait, parce que c'est mes premiers pas en couture. Donc le premier objet que j'ai fait, il s'agit de ce tote bag. Alors, pareil, hein, je vais pas pouvoir vous le montrer en entier, mais je vais vous incruster des photos. Super joli tote bag avec un tissu chat que j'ai adoré, avec 2 sangles comme ça, et puis
à l'intérieur du tote bag, donc une doublure d'une autre couleur, et à l'intérieur du tote bag, une poche plaquée, avec un chat pareil. Donc j'ai fait ce petit tote bag juste avant de partir en vacances. J'ai pu l'emmener avec moi en vacances en Grèce et me la péter sur les plages grecques cet été, voilà, avec un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit soufflet, ouais, voilà. Donc ça, c'est le premier objet que j'ai fait avant de partir en vacances. Et puis après, quand je suis revenu de vacances, parce qu'en fait, je suis parti en vacances depuis Lyon, parce que on est descendu à Lyon chez ma mère, on a déposé Léo, notre chat, qui a passé toutes ses vacances chez ma mère, et donc on est resté quelques jours, et c'est pendant ces quelques jours que j'ai fait mon premier cours de couture. Après, on est parti en Grèce depuis Lyon, on est revenu de Grèce à Lyon, et là, on est encore resté quelques jours, et j'ai pris mon deuxième cours de couture, et j'ai fait ça. Une petite pochette, super sympa, avec un zip. Voilà, donc toute simple, hein, un rectangle, avec ce joli tissu, toujours avec des chats dessus. On se refait pas. Depuis que j'ai Léo, je suis devenu complètement gaga des chats. Voilà, une doublure et puis ma première pose de zip. Donc c'est perfectible, hein, c'est pas ultra bien réalisé. Surtout qu'en plus, ah oui, elle est molletonnée aussi. Il y a un peu de molleton entre la doublure et le truc. Donc je me suis un petit peu planté sur les dimensions de cette housse. C'est une housse pour mettre ma tablette à l'intérieur. Donc ma tablette rentre, hein, mais elle rentre difficilement. C'est-à-dire qu'il faut forcer un peu. J'aurais préféré... je vais la rentrer à l'intérieur, comme ça vous verrez. Vous voyez, elle rentre hein, sans problème. Mais il faut forcer un peu pour fermer la fermeture. Voilà, j'aurais préféré. En plus là, j'ai mis la grosse housse. La grosse couverture. J'ai deux couvertures pour cette tablette, dont une avec un clavier et celle avec le clavier, ça rentre pas. Mais quand je la mets sans le clavier, ça rentre sans problème. Mais voilà, je me suis un petit peu planté sur les dimensions, donc du coup, je m'en sers pas de pochette pour ma tablette, je m'en sers pour mettre d'autres trucs à l'intérieur, mais n'empêche que je suis super content. Je me faisais tout un monde de la couture du zip, et puis finalement, j'y suis arrivé. Et alors, ma mère m'a donné mes cours, elle m'a montré comment faire, mais par contre, elle m'a laissé vraiment autonome pour la couture et la réalisation du modèle. C'est-à-dire, c'est pas elle qui l'a cousu, c'est bien moi qui l'ai cousu. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et enfin, j'ai fait un troisième truc. Alors là, cette fois-ci, je l'ai fait tout seul, sans elle, quand je suis revenu à la maison, avec une micro-machine que, pareil, je vous montre en photo ici. Une micro-machine que j'avais achetée, je crois, 20 € sur Amazon il y a des années. Et c'est une machine vraiment... bas de gamme de chez bas de gamme, qui fait que du point droit, elle fait même pas des points d'arrêt, enfin bon bref, j'étais tellement pris dans le truc de la couture que j'ai voulu me faire un truc tout seul à la maison, et je vais vous le montrer tout de suite, je vais le chercher, je l'ai pas pris avec moi. Voilà, il s'agit d'une housse pour mon dévidoir à écheveau. Donc voilà, j'ai fait cette housse avec une petite fente ici pour laisser passer la vis. Donc je vous montre, hein, je l'enlève, hop, le dévidoir, le voilà, c'est ce dévidoir-là. Un super beau dévidoir que j'avais eu en cadeau d'anniversaire il y a longtemps, hein, c'était à mes débuts en tricot. C'est Jean qui me l'avait offert pour mon anniversaire, il avait acheté ça chez les tricoteurs volants, dans le 10e à Paris. Donc voilà, et c'est un super beau modèle de chez Srepius. Vous savez, la marque dont on prononce le nom avec difficulté. Voilà, je vous montre là, est-ce que ça fait le point? Pas du tout. Voilà. C'est un Srepius, et je vous le recommande. Il est vraiment top, top, top. Voilà, vous pouvez l'acheter chez les tricoteurs volants, et je crois même qu'il le vend en ligne. Voilà, c'est un dévidoir sur pied. J'en suis super content, ça fait maintenant quelques années que je l'ai, il n'a pas bougé, il est d'une qualité vraiment super, puis en plus il est super beau, hein. Je crois qu'il est en bois de rose, il me semble. Voilà,
Donc, depuis que je l'avais, en fait, quand vous l'achetez, il est vendu avec un bout de plastique, enfin, ouais, comme un sac en plastique transparent que vous mettez dessus. Donc, les premiers mois, ça va, mais très vite, le sac s'abîme à chaque fois que vous l'enfilez dessus. Et puis, moi, je tenais toujours à mettre ce sac, hein, parce que vous voyez, c'est vraiment le truc, quand ça prend la poussière, c'est quand même galère à dépoussiérer. Donc, ça faisait longtemps que je m'étais dit, il faut que je demande à ma mère de me coudre une housse. Et puis je lui donnais jamais les dimensions et tout. Bah, finalement, maintenant que je sais, bah, je l'ai fait tout seul. Voilà. Donc là, c'est simplissime, hein. C'est un rectangle, voilà, avec une couture pour rejoindre et puis une petite fente, puis un petit ourlet. Donc j'ai fait ça avec ma machine basico-basique et je suis très content. Et j'ai super hâte d'avoir une vraie machine pour pouvoir me coudre des trucs plus ambitieux. D'ailleurs, le week-end prochain, quand je vais me rendre sur Lyon pour le Knitted, bah pareil, je viens quelques jours en avance et ma mère va me donner un nouveau cours de couture et on va faire un super truc que je vous montrerai la prochaine fois. Voilà pour le blabla. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, j'avais envie de vous parler d'une application sur le téléphone, une application qui est disponible sur Android et sur iOS, qui est vraiment super bien, qui rend Ravelry un peu plus sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore Ravelry, hein. Je mets tous mes projets et tout, puis c'est quand même une mine pour trouver des patrons, mais l'interface de Ravelry est quand même pas très sympa, c'est daté, moi je trouve pas ça très moderne et pas pratique surtout. Et donc j'ai découvert une application qui s'appelle KNTD Discover, Knitted Discover je pense. Vous voyez, c'est l'application qui est ici et qui vous permet de vous connecter à votre compte Ravelry et qui rend la navigation sur Ravelry vraiment hyper sympathique. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je chausse mes lunettes et je vous montre ça tout de suite. Donc quand vous lancez l'application, vous arrivez ici sur une page qui s'appelle Library. L'application est en anglais, hein. Une page qui s'appelle Library et vous tombez donc sur cette page qui va vous montrer tout ce que vous avez dans vos patrons, les patrons que vous avez achetés. Donc là, vous voyez que j'ai le patron Gogo Dynamo, hein, qui est le MCAL de Steven West. Il est dans ma bibliothèque parce que c'est une tricopine qui me l'a offert. Mais je ne participe pas au MCAL cette année, hein. Il est dans ma bibliothèque, mais je ne participe pas. Peut-être que je le ferai après. Et donc là, vous voyez, vous pouvez dérouler et vous voyez tous les patrons que vous avez dans votre bibliothèque. Donc déjà, pour naviguer dans ces patrons, c'est super sympa. Ensuite, dans la barre du bas, vous pouvez cliquer sur Pattern, et là, vous allez voir tous les patrons qui ont été récemment ajoutés à Ravelry. Et pareil, hein, on peut défiler super facilement, ça permet de découvrir vraiment très vite des nouveaux patrons. Je vous avoue que moi, depuis que j'ai cette application, j'achète beaucoup plus de patrons qu'avant parce que je trouve que ça les met en avant de manière vraiment très sympa. Et quand il y a un patron qui vous plaît, donc là j'en prends un totalement au hasard, on va prendre ce pull par exemple, ce pull, Karma, hop, je clique, vous arrivez sur la page du patron, vous avez le tarif, vous avez tous les détails, vous pouvez cliquer sur les photos pour voir les différentes photos. Voilà, donc vraiment je trouve que la présentation est vraiment chouette. Donc ça c'est pour la page patron. Vous pouvez ici, vous voyez en haut, hop, on peut mettre des filtres qui permettent vous voyez là, moi j'ai choisi la disponibilité sur Ravelry. Craft, c'est pour choisir le type d'activité. Moi, j'ai choisi ici Knitting parce que je veux voir que les tricots, etc., etc. Vous pouvez mettre tous les filtres que vous voulez. Là, vous voyez, j'ai choisi avec photo. Vous pouvez choisir si vous voulez des modèles hommes, femmes, etc. Vous validez. Et la liste se met à jour en fonction des filtres que vous avez mis. Et là, pareil, hein, vous pouvez naviguer. Je ne vais pas tout vous passer en revue, mais vous avez les récemment ajoutés, les plus populaires, vos favoris, etc., etc. Si vous cliquez sur Yarn, là c'est pareil, c'est les dernières laines qui ont été rajoutées par les utilisateurs de Ravelry.
Là, c'est les derniers projets qui ont été finis par les utilisateurs. Là, vous avez un accès au forum. En cliquant sur le menu là en bas, menu avec l'icône de votre avatar, hop, vous arrivez dans votre propre espace Ravelry. Donc je clique là-haut et ici, vous voyez que je vais arriver sur une page où je vais voir l'activité de mes amis Ravelry. Donc c'est les derniers projets que mes amis ont terminés. En haut, je peux cliquer sur projet et là, je vais voir mes propres projets. Et donc là, c'est les projets que j'ai terminés moi. Donc vous voyez, il y a le châle à la croisée des mondes, les Calavera Socks, le Cathold Sweater dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin voilà, tout ce que j'ai réalisé se trouve ici. Ça, c'est ce qui se trouve dans ma file d'attente, Queued. Ce que je désire faire, d'ailleurs, je vois qu'il y a toujours les Calavera, donc il faut que je les retire parce que maintenant je les ai faits. Vous voyez les trucs qui sont dans ma file d'attente. Mon stock, tout ce que j'ai rentré dans mon stock. Tout ce que j'ai mis en favori, etc., etc. Donc vous voyez que ça rend vraiment Ravelry vraiment sympa. Moi j'adore cette application. Alors c'est une application qui est disponible en accès gratuit. Donc je retire tout ça. C'est une application qui est disponible en accès gratuit, mais quand c'est gratuit, vous voyez de la pub et puis il y a certaines fonctionnalités qui sont bloquées. Donc vous pouvez payer un abonnement qui coûte 6,99 € pour l'année, donc 6,99 € par an. Ça supprime toutes les pubs et puis ça vous donne accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Donc elle est encore un peu perfectible, notamment si vous, dans vos projets, si vous n'avez pas mis de photos sur vos projets, et ben en fait ça fait apparaître les photos en dernier sur la liste. Même si c'est un des derniers projets que vous avez réalisé, s'il n'y a pas de photos, ça le met en dernier. Donc ça, je pense que c'est des améliorations qui auront lieu par la suite. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de cette application KNTD Discover parce que je la trouve vraiment super sympa. Voilà. Et ben cette fois-ci, on est vraiment arrivé au bout de l'épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous le dis toujours, je suis un peu rouillé parce que comme je fais pas des épisodes souvent, on perd l'habitude quand même. J'espère que ça a été, que j'ai pas été trop rapide ou à l'inverse trop lent. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Peut-être qu'on se croisera sur un salon ou sinon on se revoit en vidéo dans quelques mois. Comme je vous le disais, je vais essayer de faire un épisode avant la fin de l'année. Avant le 31 décembre, je pense que je vais y arriver. Et puis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt et bon tricot.